La société nous demande d'être plus forts, de donner le meilleur de nous. Et souvent, c'est dur, très dur pour les hommes. Les hommes sous la pression sociale. Coach Yoma. Oui, Siro, on pense peut-être à tort qu'il n'y a que les femmes qui connaissent ce phénomène de la charge mentale. Mais à la vérité, si on observe ça et là, on peut se rendre compte que le taux en fait, de femmes veuves est beaucoup plus élevé que le taux d'hommes veufs. Donc, il y a quand même quelque chose à observer de ce côté-là. Qu'est-ce qui fait que les hommes meurent plus vite que les femmes? Peut-être qu'au cours de cette émission, on évoquera un certain nombre de causes qui sont relatives à cette situation de pression sociale des hommes. Monsieur Gondo. Oui, il y a un chiffre qui est très évocateur, c'est qu'au niveau des taux de suicide, les hommes sont vraiment en avance sur les femmes. Et cette histoire de non, un garçon pleure pas, il a envie de pleurer, ma soeur, il pleure, hein. On pleure. On s'assoit, on pleure, on veut se confier à qui on se confie. Ça, c'est la masculinité toxique. Sortons de ça. Vous êtes dans les hommes d'ici. Bienvenue dans les hommes d'ici. Je suis avec mon ami Juste Crépin, le fils de Gondo. Tout à fait. Et Yomon, le plus célèbre de François. Après Louga, bien sûr. Oui, après Louga. Nous ne sommes pas seuls aujourd'hui. Nous avons deux grands invités. Nous avons M. Bakayoko Nou, le fils de Seguela. Exactement. Voilà. Et j'ai à côté de moi M. Adaï Fossou. Comment vas-tu, frère? Ça va, ça va. Bienvenue ça va, dans les hommes d'ici. Merci, merci. Avant de commencer l'émission, nous allons permettre aux gens de se mêler du débat. D'accord. Donc, qu'à se mêler. Pensez-vous que la pression sociale est si énorme pour les hommes? Nous allons dans la rue. Trop, mais je dirais que ce n'est pas aujourd'hui. Hein. Ça date depuis nos aïeux parce que dans notre tradition africaine, c'est l'homme qui est en charge de la famille, c'est lui qui est le chef de la famille, c'est lui qui doit tout faire et s'occuper de sa famille, entretenir la famille, loger la famille, nourrir la famille. Donc je pense que c'est vrai qu'aujourd'hui, les charges sont quand même énormes par rapport à avant, mais je crois que c'est la même pression que nos parents subissaient. On est obligé de le faire parce que c'est l'homme, hein, c'est l'homme en Afrique et c'est comme ça. Il faut le faire parce que sinon tu ne seras pas un homme digne. Cette pression-là, elle permet aussi à certaines personnes de pouvoir aller à la recherche des moyens pour pouvoir s'épanouir. Parce que même si tu as tous les moyens du monde, tu ne pourras pas tout acheter. Aujourd'hui, si on fait le constat, vous allez remarquer quand une fille naît aujourd'hui, la première réaction de sa maman, c'est quoi? Ma fille est jolie, elle va marier boss. Je lui ai dit, ma fille est jolie, elle va travailler pour s'occuper de moi, elle va marier boss pour s'occuper de moi. Ça, c'est bon. Déjà, la parole agit à certains moments de la vie. Il y a beaucoup de pression, mais moi, ce que moi je vois, c'est que c'est la société, au fait. Depuis que nous sommes petits, nous avons été habitués à ça. Les hommes avec grand H, ils ont été habitués à ça. Donc, je crois que nous avons grandi dans cet élan-là. Donc, moi, à mon niveau, il n'y a pas de souci à cela. Moi, depuis tout petit, j'ai été éduqué avec ça. Voilà, prendre soin de mes petits frères, prendre soin de la famille, prendre soin de la famille de madame. C'est vrai que c'est un peu lourd, mais on a été habitué à ça. Je dirais même que c'est pour ça même que les hommes meurent avant les femmes. Voilà. Je dirais que c'est un peu... Elle a pression, vraiment, c'est pas tout le monde qui peut supporter. Elle a pression, tout ça, ça envoie même à la dépression. C'est pas tout le monde qui peut supporter. Il faut être un homme avec grand H pour pouvoir supporter. Ils se sont mêlés au débat. Yoma, Oui. La pression sociale, professionnelle, la pression de la communauté et toutes ces sollicitations. Ben, écoute, on va dire que la société façonne d'une certaine manière les groupes sociaux. On a décidé à un moment donné que les hommes devraient faire ceci et les femmes faire cela. Ce sont des jeux de rôle que la société nous a attribués.
depuis la nuit des temps et qui demeure en fait finalement, dans un certain sens, je pense, protecteur en fait pour l'unité familiale qu'on crée. À la base, cette responsabilisation de l'homme qui est pourvoyeur, qui est protecteur, qui a su donc les fonctions, si vous voulez, de direction, d'orientation de la famille, etc. C'est positif, c'est un rôle positif. J'aurais dit à la base, c'est un stress qui peut être positif parce que ça va aider l'homme à s'élever au niveau de sa capacité à prendre en charge la famille qu'il constitue, la famille qu'il met en place. Le problème, c'est que j'ai le sentiment qu'à un moment donné, c'est devenu qu'un rôle. C'est-à-dire qu'après, on ne tient pas compte du fait que l'homme en question peut, comme tout être humain normal, normalement constitué, avoir des moments où il a envie de craquer. Il y a des moments où, naturellement, on a envie de pleurer, on a envie de se libérer, on a envie de se confier à quelqu'un. Mais tu vois, le rôle dans lequel l'homme a été placé est devenu tel qu'il faut qu'il garde en fait ces statures-là. Vous imaginez votre père qui rentre à la maison et qui se met à pleurer, qui se met à dire, ben écoute, vraiment, j'y crois plus, les choses vont mal se passer. Tu vois, on est rentré dans ce rôle-là qui fait qu'au final, l'homme est obligé de garder cette sorte de bonne face, de faire bonne impression, de donner le sentiment que tout va bien, alors qu'au fond, si on n'exprime pas les choses, on les imprime en nous. Et en les imprimant en nous, on va développer malheureusement un certain nombre de malaises qui vont toucher nos organes internes, par exemple. Et malheureusement, un matin, on se rend compte que bon, le monsieur, il a une tension très élevée, il a commencé à avoir une tachycardie, des battements de cœur à n'en point fini, et puis, paf, la vie donc, de cet homme-là passe de pas à trépas. Donc voilà un tout petit peu mon analyse sur ce phénomène. Monsieur Noubakaïko, gardez la face tout en subissant cette pression. D'accord. Généralement, quand on dit à un homme, non, il faut supporter, il faut résister, etc., il faut comprendre que sa vie, ce n'est pas le Barça. Arrivé à un moment donné... La vie, c'est quoi? C'est pas le Barça. Sa vie, ce n'est pas le Barça. Merci, en fait, j'aime bien. Arrivé à un certain moment donné, il faut dire qu'il y a des différentes pressions qui vont s'exercer sur l'homme. D'abord, on a la pression de la responsabilité familiale. Donc, on dit à l'homme, tu dois prendre soin de la famille, comme il a dit. Tu dois. Donc, ça devient tu dois. Maintenant, ensuite, il y a la pression de performance. C'est ça. C'est-à-dire que dans tout ce qu'il fait, il doit être au top, il doit être au meilleur, etc. Il y a la pression aussi de la virilité. Tu dois être fort, tu dois être dominant. Toujours, tu dois montrer que c'est toi, etc. Voilà pourquoi les hommes ont une peur bleue, souvent aussi des dysfonctionnements érectiles, voilà, etc. Parce qu'on dit que la femme a le sexe faible, mais quand la faiblesse sexuelle est là, c'est l'homme qui a peur à un moment. Maintenant, arrivé plus loin, on a la pression au niveau des intérêts sociaux. C'est-à-dire que quand il va vouloir faire un métier, on va dire que c'est le travail des femmes. Donc ça veut dire même ses passions sont enfouies en lui, il ne peut même pas les exprimer. Et puis, enfin, on va parler de ce qu'on appelle l'anesthésie émotionnelle. C'est-à-dire qu'on dit, comme on le disait, un homme ne pleure pas. Voilà, un homme ne doit pas exprimer certaines émotions. Alors que tout ce que, comment on appelle ça, tout ce qu'on ne dit pas, comme il a dit, va s'imprimer et puis on va faire de ce qu'on appelle les maladies psychosomatiques. Donc, on va développer certaines maladies. On va partir à l'hôpital, on va faire les examens, mais en fait, on dit tu n'as rien. Parce que ce que tu as, ce n'est pas dû à un microbe en tant que tel. C'est dû à des situations. Donc, les hommes vont subir cette pression-là. Donc, ça va entraîner d'autres réactions. Donc, il y a des hommes qui seront, par exemple, violents. Il y a des hommes qui seront beaucoup dans leur coin. Il y a des hommes qui seront... généralement, on a des troubles anxieux. Au travail, il y a d'autres qui seront dans le burn-out. Il y a d'autres qui vont verser plus tard de ce qu'on appelle la dépression. Et, par exemple, concernant la dépression, vous allez voir que quand on parle de dépression, les femmes sont les plus touchées, mais ceux qui développent les formes les plus graves sont les hommes. Tu voulais intervenir? Oui, je voulais intervenir. Il y a un proverbe, par exemple, qui vient de l'ancien Haute-Volta qui dit « Honte à un homme qui ne fait pas mieux que son père ». Ça veut dire que, naturellement, c'est une pression. On ne va pas calculer le contexte social où tu t'es trouvé, mais tu dois faire mieux. Et tu remarques bien, c'est quand souvent on se retrouve autour d'une bière en train de causer que peut-être il faut une certaine proximité pour qu'un homme puisse commencer à dire ce qu'il vit. Parce que c'est connoté comme de la faiblesse.
Moi, je dis aux gens que être faible, ce n'est pas être un sous-humain, c'est être simplement un humain. C'est être une personne qui ressent des émotions, qui doit les exprimer. On a vu des vidéos sur Internet où le monsieur voit sa femme venir au mariage. Il pleure, les gens sont fâchés. Comment toi, un gars, tu peux pleurer comme ça? Mais il est émotionnel, il faut qu'il pleure. Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que les larmes les plus dangereuses sont celles qui ne sortent pas. C'est celles qui coulent à l'intérieur. Et c'est celles-là qui vont s'accumuler au fur et à mesure. Donc, il faut réussir à s'affranchir de ce que j'appelle la masculinité toxique. C'est une masculinité dans laquelle on est en compétition, mais pour rien. J'ai la plus grande voiture, j'ai un meilleur travail, j'ai le plus grand salaire. En fait, tu dois passer ton temps à démontrer à toi-même que tu es à la hauteur. Encore à tes amis, tu dois être à la hauteur. En fait, tu dois être le meilleur partout. Et quand tu regardes, le monsieur le disait tout à l'heure dans la vidéo, quand un homme est homme, il n'est pas homme simplement parce qu'il existe. Il est homme à partir de son statut social, à partir de ce qu'il a accompli, à partir de qui il est. On m'a dit dans ma famille, tu n'as pas l'argent, tu n'es personne. On grandit avec. Est-ce que vous savez qu'il y a des hommes qui auraient bien aimé être des hommes au foyer? Il y a des gens qui veulent être au foyer. Or, si toi, tu t'amuses à être un homme au foyer, c'est très mal connoté. Ils ont trouvé un nom bizarre, on dit tu es gigolo. Mais si garçon princesse. Garçon princesse. Mais si on veut inverser là, il y a plein de femmes, les modèles gigolo, elles sont en foyer des gens aussi. Je vais prendre l'avis de M. Fossou. Mais nous sommes tous confrontés à plusieurs formes de pression dans la société, les relations, au travail, et puis nous-mêmes. On se met à un certain niveau, on veut atteindre un niveau un peu plus élevé. Mais la vérité, la question qu'on a à se poser pour enchérir un peu de ce que vous avez dit, est-ce qu'on aime être sans pression? Moi, c'est ce que je me demande. Parce que dans le micro-trottoir, on a assisté à un gars qui parlait de sa relation avec sa femme ou sa copine, où elle demandait un peu plus. C'est vrai, mais nous-mêmes, en tant qu'hommes, si on va dans la genèse de la chose, Dieu nous a créés, on était seuls. On dit non. On veut pression. Pression, c'est au féminin, c'est pas simple. C'est nous, on a dit on veut. En fait, ce qu'il dit là, C'est en fait, profond, hein? C'est pas nous, on a dit, hein? on dit aussi la diable. Hein. On dit non, on dit non. Le problème, c'est au masculin. Non, c'est pas Bon, plus. là, il est en train de dire quelque chose. Hein. Je voulais te poser une question. Vas-y. Est-ce qu'un homme peut vivre sans pression? Non, la pression, c'est quelque chose de naturel. Oui. Ça il faut qu'on le retienne. La pression est naturelle. Concret. D'accord? C'est comme le stress, c'est naturel. c'est naturel. Maintenant, c'est la pression qu'on se met. D'accord. Ou la pression qu'on On nous nous met. impose. Voilà. C'est ça qui est un problème. Parce que D'accord. même, par exemple, pour que l'enfant naisse, Oui. il faut une certaine pression. Quand on parle de contraction, ce sont des pressions, en fait, qui vont permettre à l'enfant de naître. Prenez n'importe quel domaine de la vie. S'il n'y a pas cette pression positive que vous vous mettez, à un moment donné, mais vous n'arrivez pas à atteindre certains résultats dans votre vie. Là, je parlerai de pression positive, de pression qui vous aide à atteindre vos objectifs, de pression qui vous permettent en fait d'évaluer là où vous étiez, là où vous êtes et comment vous vous projetez positivement. Mais est-ce que c'est pas cette pression-là qu'il faut que... Non, Non, c'est non, pas cette pression-là qui est le Il n'y a pas problème. de pression. c'est Moi, pour différent. moi, il n'y a Voilà. pas de pression positive. Peut-être que je termine là-dessus. Là où ça devient difficile, c'est la pression que, par exemple, nous, en face de moi, peut me mettre. De me dire, tu dois faire Oui, ceci. une pression genrée, Ou une pression basée sur le tu es genre. obligé de faire cela. Ou c'est comme si, par exemple, aujourd'hui, pour que je sois considéré comme une personne validée par la société, il me fallait, par exemple, faire ceci ou cela. Mais à ce c'est cette moment-là, pression-là qui est imposée non, aux pas hommes du tout. normalement. C'est ce que je dis. Est-ce que c'est l'objectif que je me fixe? Non. Est-ce que c'est ce que j'ai envie de faire? Non. Est-ce qu'au fond de moi-même, s'il n'y avait pas ces pressions-là, est-ce que j'aurais fait ceci? Est-ce que j'aurais fait ça? Mais Tu vois? est-ce qu'il y a C'est des là où gens la qui pression prennent? devient négative. en Non, fait. elle ne s'impose pas toujours. En fait, il a dit, hein, ce sont des pressions qui ne s'imposent pas toujours. C'est-à-dire à la pression naturelle. De toute façon, pour réaliser quelque chose, il faut une pression à la base. Mais la question est de savoir, est-ce que tu fais les choses parce que si tu ne fais pas, les gens vont dire « Est-ce que les gens vont dire « C'est-à-dire que dans le moule dans lequel tu te mets, c'est ce qui te met toi-même une forme de pression. Sinon, la pression sociale, de façon plus générale, comme on l'a dit, c'est une pression assez genrée. On va mettre les personnes dans des rôles et c'est le système patriarcal qui va créer ça. C'est ça. Voilà. Et l'on va penser qu'à un certain moment donné,
pour obéir à ce système-là, je dois en faire plus. Je ne dois pas faire ci, je ne dois pas faire ça. Alors qu'en faisant ci, en faisant ça, ce n'est pas forcément mauvais. Ça n'heurte pas les valeurs, je vais dire juridiques ou encore les valeurs sociales. Voilà, on va penser que non, c'est plutôt patriarcal, alors que c'est plutôt patriarcal puisque ça agit sur notre psyché. C'est ça. Voilà, notre manière de fonctionner. Donc l'homme doit comprendre que les pressions qu'il reçoit, il doit apprendre d'abord à les gérer, ok? Ensuite, trier dans ces pressions-là, voilà, ce qui est vraiment nécessaire pour lui, ce qui est vraiment important et ce qui n'a pas lieu d'être. C'est ça. Voilà. Moi, j'aimerais Fossou, savoir. qu'est-ce que tu entends par charge mentale? Charge mentale, c'est tout ce qui est, comme le mot l'indique, hein, une charge, c'est ce qui est pesant, c'est ce qui est lourd. Donc, le mental, c'est la tête. Donc, tout ce qui est lourd à porter en réflexion, pour un projet, pour tout ce qui est communautaire. Mais moi, ce que je demande, en fait, c'est un peu comme l'expression de celui qui dit « elle est de bonne guerre ». Est-ce que réellement, il y a une guerre qui est bonne? Si. Ce que je veux dire, Siro, pour que ce soit bon dans la vie, même dans le rapport sexuel, ça doit être dur d'abord. Et puis après, c'est bon. Ouais, Donc, ça se comprend. Ouais. Ça veut dire qu'il y a des pressions, c'est dur d'abord pour qu'après, il y ait le plaisir. Mais si on a le choix de choisir, on ne va pas faire le choix de se voir imposer certaines choses. Dernièrement, je suis tombé sur un livre qui m'a fait beaucoup de bien, qui était lié à tout ce qui est santé mentale. Et ça, à l'intérieur, j'ai vu ce qu'on appelait la détoxification mentale. Parce que c'est un détail que les gens ne prennent pas en compte. Et dans le livre, il disait que de la même manière, quand tu rentres à la maison, que tu prends ton coton de démaquillage, que tu passes et tu vois c'est sale, ou bien les cols, tes chemises sont sales, c'est comme ça, mentalement, tu ramasses beaucoup de déchets et d'ordures sur le chemin, suite à ce que tu vois, suite à ce que tu entends. Et ils ont mis dans tout un processus qu'il faut pour pouvoir s'oxygéner mentalement. Mais les hommes, là, nous, on n'a pas le temps pour ça. Nous, quand on rentre à la maison, quand tu es fatigué, quand on commence à avoir une charge mentale, comme il dit, ça va se manifester par de l'agressivité, du fait qu'on se mette à côté, on n'a pas envie de bouger. Sauf que quand on nous demande, on traduit ça par la fatigue. Quand on demande, non, je suis un peu fatigué. Et même quand on est stressé, combien de femmes aujourd'hui, même dans le foyer, tu es capable de les faire asseoir pour leur dire, on a tel problème. Il y a des femmes à qui tu expliques que hey, c'est chaud. Ou tu attends un soutien et te dis, mais débrouille-toi, c'est toi qui es l'homme. Yoman, comment s'oxygéner mentalement? Mais avant que tu ne me répondes, je vais permettre à ce que nous aussi on ait un peu d'oxygène en partant la pub. OK. Pub. Nous sommes de retour sur le plateau des hommes d'ici et le sujet du jour, c'est les hommes et la pression sociale. Nous sommes accompagnés de nos invités, M. Fossou Adaï, et à côté de moi, j'ai le fils de Séguéla. Oui, précisément de Lalo. De Lalo. Merci. Voilà. Yoma, Oui. comment s'oxygéner mentalement? Déjà, il faut savoir qu'en fait, d'une façon ou d'une autre, on peut être dans un environnement, d'accord, qui nous envoie des informations qui ne sont pas positives, qui ne sont pas bienfaisantes. Mais souvent, même, ce n'est pas l'environnement. Non, on commence déjà par l'environnement. Okay. Et j'utilise en fait ici ce qu'on appelle en fait la pyramide de Dilt, créée par Robert Dilt, qui permet en fait de voir différents niveaux logiques qui aident en fait une personne à pouvoir parfois faire une démarche justement pour s'oxygéner d'une certaine façon. Donc, un des éléments importants à prendre en compte, c'est l'environnement dans lequel on vit. On vit dans un environnement où parfois on est exposé à des informations, les médias qui nous envoient des informations de guerre, tu regardes ici, on dit qu'il y a un immeuble qui s'est écroulé. Donc, on est exposé parfois à des informations qui nous mettent la pression. Donc, il faut sélectionner en fait le type d'information qu'on souhaite avoir. On a le choix d'aller recueillir des informations qui nous font du bien. Donc ça, c'est un premier élément qui est fondamental, l'environnement dans lequel on est. Deuxième élément important, ce sont les personnes que nous côtoyons. Vous savez, il y a un auteur contemporain qui disait que nous sommes la somme des 5 personnes que nous écoutons, que nous côtoyons le plus. Nous sommes influencés par le type de personnes avec lesquelles on échange. Si j'échange avec les personnes qui constamment ne voient que des problèmes, qui constamment ne voient que le mal partout, qui constamment m'exposent en fait, ça devient des relations toxiques. Et je dois apprendre à me déconnecter de ce type de personnes. Donc j'ai parlé des environnements, j'ai parlé du type de personnes, mais je parle également, si vous voulez,
du type d'énergie aussi auquel on peut être exposé. Quand je parle du type d'énergie, ça peut être à la fois l'environnement et les personnes, mais qui ne nous touchent pas forcément directement. Je peux être dans un contexte professionnel, par exemple. Je crois que ça a été le cas il y a quelques années avec une compagnie de téléphonie en France, où le système de management mettait tellement de pression aux employés qu'on a commencé à enregistrer un taux de suicide extraordinaire. Donc, je peux être dans un système de travail où le management met tellement de pression qu'au final, je fais un blackout ou un burn-out ou vraiment je me retrouve dans une situation où je ne me retrouve plus. Donc ça aussi, c'est quelque chose que je dois apprendre à travailler. Et puis, un autre élément qui peut être très intéressant, c'est le fait d'apprendre à se détendre. Prendre du temps pour des loisirs, prendre du temps, en fait, pour couper avec ce qu'on a l'habitude de faire de façon constante, d'où la nécessité des congés, d'où la nécessité des vacances, d'où la nécessité de changer d'air, de changer d'atmosphère. Ça peut être de bons moyens pour oxygéner son esprit. Des personnes vont choisir, par exemple, la méditation. Ça va leur permettre vraiment de se libérer l'esprit. D'autres personnes vont choisir le sport. Le sport, ça peut permettre vraiment de se libérer l'esprit. Et puis, des personnes vont écouter ta musique, par exemple. Écouter un bon Yodé Siro, ça peut aider à se détendre. Mais c'est nous, vous êtes la personne la mieux placée là encore pour argumenter encore. Oui, toujours déjà pour aller dans le sens de Yoman, c'est qu'à côté de ça, il faut apprendre à se récupérer. Voilà, aller se chercher puis se récupérer. Ça veut dire quoi? Se déconnecter de tout ce qui est en négatif. Généralement, les hommes, quand on parle de nous-mêmes, on parle de nous avec des mots durs. OK? Non, peut-être que quand je ne réussis pas à faire, non, les gens vont crier sur moi, je suis un bon à rien, etc., etc. Et même le climat même du langage ivoirien même encourage ça. Voilà, exemple plus simple. Tu penses que tu es maudit? Je suis plus maudit. Voilà, c'est-à-dire qu'on est fier de ça. On est fier d'être maudit, on est fier d'être plus impoli. Donc déjà, ces mots négatifs-là conditionnent le cerveau à pouvoir accepter la condition négative qu'on s'est donnée. Donc, il faut parler de soi avec des mots positifs. Aussi, je reviens sur ça, s'éloigner des amitiés toxiques. On a parlé des personnes toxiques, mais aussi des amitiés toxiques. Parce qu'il y a des amis, par exemple, qu'on enlève pour mener à chicha bar dans notre amitié, là, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Donc, est-ce que cet ami-là me permet d'évoluer? Est-ce que cet ami-là me permet de franchir des caps? Ou bien c'est cet ami-là qui va me remettre encore dans des stéréotypes liés aux gens. Non, toi, tu es un homme, tu dois avoir 5 go. Ou bien tu dois avoir 4 go. Donc, ça devient encore une nouvelle pression. Une nouvelle pression. Non, ces personnes-là, il faut s'en débarrasser. Il a parlé aussi de la détoxification mentale, mais on parle plutôt naturellement d'hygiène mentale. Voilà, de toute façon, il y a l'hygiène bucco-dentaire, l'hygiène corporelle, mais rarement on prend soin de son mental. Et prendre soin de son mental, c'est aussi vivre ce qu'on appelle de façon plus stable. Plus stable, c'est-à-dire que s'éloigner de tout ce qui peut être toxique pour notre cerveau. Et puis, ce qui est plus important, c'est que arrivé à un moment donné, on ne peut pas être fort tout le temps. On ne peut pas être constant tout le temps. Arrivé à un moment, on sera down. Et quand nos ressources personnelles n'arrivent pas à répondre aux besoins que la société demande ou bien que notre corps demande, là, il faut chercher à se faire aider. Il faut voir un professionnel. Comment on fait pour se séparer de ce genre d'amis-là? Ce genre d'amis, c'est lié à la vision, à l'objectif qu'on fixe. Comme je disais aux gens, c'est que quand vous êtes en groupe, la distance que vous allez parcourir est liée au maillon le plus faible du groupe. Parce qu'il y a une influence vis-à-vis des personnes autour de soi. Et le succès ou l'évolution va faire le casting de tes amis tranquillement. Il y a des gens qui vont très mal prendre, il y a des gens qui seront embarqués là-dedans. Mais dans la liste de tout ce qui est hygiène mentale, il y a aussi d'autres choses, la manière dont on dort. Parce que très souvent, avant de dormir, on va faire le point de tout ce qu'on a à faire le lendemain. Et souvent, on oublie de célébrer les bons points de la journée. C'est vrai, je n'ai pas pu faire tant, mais ça, j'ai bien fait. C'est-à-dire, Siro, quand tu rentres le soir, tu dois te coucher, mais la dernière pensée doit être bien. On a fait des belles émissions aujourd'hui. Je rentre à la maison, je vais me reposer. Réussir à célébrer les petites victoires soi-même. Et il y a ce qu'on appelle le jeûne numérique et médiatique. C'est-à-dire, c'est une période où tu décides toi-même de te couper des informations et du digital. Où tu vas te ressourcer tout seul. Ça fatigue. Il y a aussi le fait de se débarrasser de tout ce qui est pression inutile et de tout ce qui est charge inutile. Il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent sauver la terre entière. Exactement. Moi, désormais, quand tu me sollicites pour un problème,
il y a des gens qui ne savent pas dire non. C'est-à-dire, il te dit oui, et puis lui, il bavard, il est fâché. Quand ça ne m'arrange pas, tu dis non. En fait, il faut apprendre à dire non pour se débarrasser de certaines choses, certaines pressions gratuites. Et les gens ont le pouvoir de transférer la pression sur les gens. C'est-à-dire, lui, il allait chez son problème là-bas. Et puis, il vient mettre sur toi. Il te dit, ah vraiment, j'ai besoin. Et puis, c'est la phrase que je déteste, c'est je compte sur toi. J'ai dit, mais quand tu partais faire là, tu comptais sur moi? Non. Ça ne m'arrange pas, frère. Pardon, continue à tes problèmes. Comment tu fais, toi? Pour un chéri, bon, moi, j'ai simplement un programme. Donc, débarrasser des amis. Oui. J'en viens. Comme je dis, j'ai un programme qui est vraiment respecté. Même à la base de la relation, moi et ma femme, mon épouse, je lui ai dit, mon vendredi, on ne touche pas. D'accord. Vendredi soir, après le boulot, c'est le seul jour où je suis avec mes potes d'enfance. Chacun oublie le travail, on parle de tout. Et de rien. Ouais, ça fait du bien. Le téléphone à côté. est à côté. Ça Tu n'as même pas le droit de toucher le téléphone. Et quand c'est comme ça, tu évacues. Parce qu'on est tout le temps sous la pression. C'est ça. Même pas forcément au travail. Tu as des objectifs à atteindre, tu as des projets, tu te demandes, mais est-ce qu'un jour tu vas pouvoir construire? Parce que pour moi, ceux qui arrivent à faire ça, on doit les découvrir. Avec les temps difficiles, là. Voilà. Donc c'est un peu ça. Essayer d'avoir un programme dur. Tu vois, souvent, pour certaines personnes, c'est tellement dur. Ils échouent, ils recommencent, ils échouent, ils recommencent. Mais c'est la même routine. C'est une pression qui est naturelle. Ils ne peuvent pas rester comme ça. Ils sont obligés de se mettre la pression. Mais pour ce genre de cas-là, qu'est-ce qu'ils font? Mais après, il faut savoir qu'il y a une psychologie aussi de l'échec. Hein. Si tu échoues et que tu reprends, lundi tu échoues, tu reviens, mardi tu échoues, tu reviens, mercredi, si tu reviens encore jeudi, tu es un idiot. Tu ne peux pas répéter le même résultat à chaque fois. Il faut que tu puisses tirer en fait les leçons de ton échec. Henry Ford disait que échouer, c'est avoir l'opportunité de mieux recommencer. Donc mieux recommencer veut dire que j'ai tiré en fait les leçons de ce qui s'est passé. Mais si tu ne tires pas les leçons et que tu utilises les mêmes stratégies, tu utilises les mêmes façons de faire, en fait, il ne faut pas t'attendre à des résultats différents si tu continues d'observer les mêmes méthodologies de fonctionnement. Donc, le problème, ce n'est pas l'échec. D'ailleurs, il dit encore dans un de ses développements que l'échec n'est pas fatal. Tu vois? Donc, il faut à un moment donné que je comprenne qu'est-ce qui fait que j'échoue. Est-ce que c'est un problème de compétence? Est-ce que c'est le comportement que j'ai qui fait que j'échoue? Est-ce que ce sont les croyances limitantes que je me suis imposées qui font que... Parce que, par exemple, je me souviens que... à une certaine époque, je crois que je devais être en terminale, j'ai un ami qui me disait, de toutes les manières chez nous, tous mes grands frères les ont fait le bac 3 fois. Et voilà son mindset. Il a normalisé l'échec. Dans sa tête, tous ses grands frères ils ont déjà fait le bac 3 fois. Donc lui, si ça n'a pas marché, ce n'est pas grave. Lui, il ne veut pas se mettre la pression. Ça, en fait, c'est une mauvaise façon de s'enlever la pression. Ça, ce n'est pas positif, par exemple. Tu vois pourquoi? Parce qu'il a une pensée limitante. Il a une croyance limitante qui lui fait croire que, comme tous ses aînés ont fait le bac 3 fois, donc s'il échoue là, ou bien même si ça marchait, ça serait bizarre. Tu vois ce que je veux dire? Donc, à ce moment-là, ce gars-là, il prépare son échec. Il est en train d'organiser son échec. Parce que beaucoup de gens ne s'imaginent pas que l'échec, là, ça s'organise, ça se prépare. À ta façon de faire, à ta façon de t'organiser, on peut prédire sans prophétie que ce que tu fais là, tu ne marcheras pas. Voilà, ça va échouer. Donc, ça, c'est vraiment un élément qui est très important à prendre en compte. Et puis, finalement, il y a aussi cet aspect-là qui est important à prendre en compte, c'est l'identité. Il y a des personnes, en fait, qui ont fini par croire ou accepter que certaines choses ne sont pas possibles pour elles. Tu as beau leur expliquer ou tu as beau les aider, dans leur tête, ça, on n'est même plus au niveau des croyances. Hein. C'est-à-dire c'est devenu son identité. La personne, par exemple, monsieur nous disait tout à l'heure, même dans les injures aujourd'hui, regardez l'identité de la jeunesse ivoirienne aujourd'hui. Tu vois, cette expression-là, au départ, c'était cool. Hein? Ça paraissait cool. Tu penses que tu es maudit. Moi, je suis plus maudit que toi. Mais on est en train de dire quoi? On est en train de dire qu'en fait, on est une personne qui se place
à une échelle Très élevée de la malédiction. de En fait. Modiaya. C'est-à-dire c'est normal qu'il m'arrive de mauvaises choses parce que malédiction vient de malédiction, qui veut dire tout simplement dit du mal. Donc si tu penses que toi, on peut te dire de mauvaises choses, moi, je suis prêt à encaisser des choses encore plus graves que toi. Après, on s'étonne que cette même jeunesse-là se retrouve dans des travers, se retrouve à avoir des fins tragiques, se retrouve à être confrontée à des situations. Mais ce que tu confesses, d'accord? Mais c'est ce que tu vas traverser. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Monsieur nous voulait... Je voulais... D'accord. Pour va. revenir dessus, pour dire, en fait, l'échec, c'est 3 phases. Parce qu'on va dire que l'échec, c'est pas grave, ça va aller. Non, c'est grave, tu as échoué. C'est ce que les gens doivent comprendre. Tu as échoué, ça fait mal. Il ne faudrait pas que, généralement, on habille. Oui, en voulant remonter le moral. Habiller, il va finir par normaliser. C'est pas grave, il va réessayer. Non, tu as échoué. On te fait comprendre que tu as échoué. C'est ce qu'on appelle l'échec du choc. Donc, tu as reçu ce choc-là. Donc, tu dois en tirer une leçon. Tu ne vas pas repasser sur la même voie pour faire la même chose. Tu vas encore échouer. OK? Ça, c'est un autre niveau d'idiotie. La deuxième chose, c'est l'échec qu'on appelle le chic. C'est-à-dire que, pardon, la chasse. Donc, tu vas commencer maintenant à te reprendre et puis chercher les voies et moyens. Tu sais que tu es incompétent, va te former. C'est ça. OK? Tu sais que c'est quelqu'un qui te bloque, mais libère-toi de cette personne-là et puis maintenant prends ta voie qu'il faut. Est-ce que tu es stable émotionnellement? Tu sais que tu n'es pas stable émotionnellement, tu cherches des voies et moyens pour avoir cette stabilité-là. Et puis maintenant, l'échec, le chic. L'échec, le chic, c'est que tu as récupéré assez de bonnes notes comme ça de l'échec. Tu as tiré des bonnes leçons et puis tu as adapté tes stratégies pour pouvoir avoir ce qu'on appelle, pour pouvoir avoir ce que tu cherches encore, atteindre tes objectifs. Regarde par exemple, pour le bac, ton échec va commencer à partir de ton orientation en classe de 3e. C'est-à-dire si tu es mal orienté à 3e, c'est poteau au bac. Vous comprenez? Et donc quand tu arrives au bac aussi, en fonction de l'orientation que tu as, si tu t'es orienté dans une filière parce que Moriba est parti là-bas, mais tu prépares ton échec. Et ça devient un échec professionnel. Et même quand il va s'agir de reconversion, bon, c'est vrai que tu peux te reconvertir, mais il est déjà tard. Donc, c'est mieux dès maintenant de commencer à prendre le GPS et de lui donner la bonne direction, de pouvoir atteindre les objectifs. Oui, en parlant d'échecs répétitifs, les gens ne savent pas, mais quand j'ai reçu le prix de meilleur influenceur à Dubaï, tout ça, j'étais assis, j'observais. Oui, j'observais et puis il y a des images qui me revenaient comme des flashbacks. Tu vois? Au départ, celui qui faisait mes vidéos, c'était un Français, M. Ded Matin, que je salue au passage. Et c'est lui qui cadrait, mais il me disait à chaque fois, ça ne marchera pas. Ce que tu fais là, c'est pas bon, on connaît ça. Et je faisais des vidéos où il n'y avait aucun like, il n'y avait aucun commentaire, tout ça. Et c'est frustrant. Parce que quand tu rentres à la maison, mais en plus quand tu entends ça de ton collaborateur, ça fait encore plus mal. Et puis ce que j'ai fait, c'est que j'ai arrêté de faire des vidéos un moment. Et je me suis assis et me suis dit, les Ivoiriens aiment quoi? Parce que c'est souvent ce bilan-là qu'il faut faire. Ils aiment tant, ils aiment tant, ils aiment tant. J'ai dit, bon, peut-être, je veux leur donner quelque chose qu'ils ne veulent pas, je vais remodeler. Donc, j'ai refait une autre forme de vidéo que j'ai testée et ça a commencé à marcher. Du coup, j'ai développé une expertise sur le positionnement que j'ai choisi. Pour dire qu'il y a d'autres qui prennent l'échec comme un blocage, il y a d'autres qui le prennent comme un pont. Moi, je l'ai pris comme un pont et je me suis juré qu'il faut que je fasse mieux. Mais quand souvent tu es hyper chargé, il faut que tu puisses partager cela. C'est difficile aujourd'hui de trouver une bonne oreille. Et si tu dis à quelqu'un souvent, ça devient un statut quelque part. Donc, moi, c'est dans le recueillement spirituel. Tu vas me voir, je peux prendre des retraites personnelles, ou bien tous les soirs, j'ai un rituel où je vais me tenir dans la présence de Dieu, où je vais prier, où je vais méditer. Là-bas, si je veux, je pleure, je me traîne à terre, mais au moins, c'est sorti. Parce que ce qui ne sort pas, c'est ce qui nous détruit de l'intérieur. Et il y a beaucoup d'hommes qui pensent qu'être fort, c'est ne rien partager avec les gens. C'est-à-dire, souvent, le fait de crier à l'aide, là, il y a quelqu'un à côté de toi qui peut t'aider. Sauf qu'il y a des gens qui ressemblent tellement à des gens qui n'ont pas besoin d'aide que personne ne les aide. Tu ne peux pas jouer les dangereux quand c'est chaud. Souvent, quand c'est chaud, là, ouvre ta bouche, dis, frère, ça ne va pas, hein, faut m'aider. Il va t'aider. Mais le problème, c'est que tu veux garder tout pour toi seul et tu te joues les dangereux, mais tu souffres un peu, et un matin, tu craques. Et c'est quand tu craques, tout le monde dit, mais il ne ressemblait pas à ça, mais en fait, il voulait faire le fort. Et quand on lui demande comment ça va chez toi, pour sauver la face, il fait, ouais, ça va bien, on gère. Tu as vu comme il a dit tout à l'heure, il dit, on est dernier. Pour quelqu'un qui demande à chaque fois de l'aide, comme tu viens d'expliquer, et il ne reçoit pas de soutien. Non, mais est-ce que tu as essayé déjà? Tu demandes quel genre d'aide? À qui tu demandes? À qui? Et puis, pour revenir sur l'aide, je vais nous permettre de partir à la pub, s'il vous plaît. OK, Hein? d'accord. On va souffler un peu. Ça marche. Ouais, un peu d'eau, la pub.
J'ai M. Bakayoko nous à côté de moi. De Lalo. Et celui-là à qui je parle, c'est M. Fossou Adaï. Yes. M. Fossou Adaï, s'il te plaît. Ouais. Tu parlais tout à l'heure de l'aide. De demande, Oui. hein, à répétition, sans soutien. C'est pas aisé. Hein. Ouais, bien sûr. Tout homme a... Quel genre d'aide tu demandes? La Parce plupart que- du temps, là, Quand quelqu'un c'est l'aide t'appelle financière. pour te dire « Je veux déménager, aide-moi Non, ». Pendant qu'il ne travaille pas. non. Déjà, ça même, c'est Mais pas... je veux me marier, il faut payer la salle. Non. Je veux me marier, Ouais, pour ouais. payer la salle. Oui, donc ça, c'est un peu trop osé. Oui. Je parle plus de tout ce qui est projet commercial. Hein, ton petit frère, depuis toujours, il veut s'en sortir. Il a eu ses diplômes. Peut-être il tape aux portes. Il n'y a pas de stage même, à la limite. Grand frère. Mais peut-être qu'il n'en a pas. Non, mais tu sais, grand sur frère, ce point-là, oui, Sur ce point-là. Adaïs, Ah, non. moi, je remarque qu'il Non, non, n'en je a suis pas. d'accord avec aujourd'hui Adaï, hein. Il y a des grands des frères qui jeunes n'aiment gens pas, hein. Oui. qui viennent vous demander de l'aide. Oui. Vous voyez dans leur Les main tontons là. des derniers cris de téléphone. Non. D'accord? C'est un peu comme si, en fait, les gens ne prenaient pas conscience que l'aide, en fait, parfois qu'ils attendent. Moi, j'aime beaucoup cette expression qui dit « aide-toi et le ciel t'aidera ». Mais ça veut dire quoi en clair? man, ça- Non, mais en fait, ce que je veux te dire, c'est que la plupart du temps, pourquoi les gens demandent de l'aide et ne reçoivent pas cette aide-là? Non. Tu vois, c'est ça la c'est problématique que tu poses. c'est le langage de ceux qui ont réussi. Moi, je suis Quoi? un C'est enfant quoi? de quartier populaire. Oui. Le petit veut se chercher. Tu Mais sais dans que- quoi il veut se Oui, chercher? Mais laissez, il va Laissez-moi finir. Vas-y, Adaï. Mais vous êtes dans sa vie. Non, mon mais- frère. Allez, il faut parler. Allons-y. C'est la pression, là, Oui. qui n'est pas bonne. C'est la Ouais. pression. Ça ne descend Ils pas. sont en train de mettre encore la pression. Ah oui. Donc, juste pour dire que Oui. le petit, quand un petit est courageux, tu sais. Ouais. OK. Et il est issu d'une famille. Il a son grand frère, il a papa. Il sait que son grand frère, là, 100 000, Il n'a a ça. rien gâté dans ses projets. Mais il n'est pas prêt. Ça, là, ça heurte. Et donc, il se renferme. À la limite, la pression ou bien l'envie peut le pousser même à aller faire ce que tout le monde connaît dans le jargon, les fétiches. Et c'est comme ça, les enfants, ça donne souvent. Je ne soutiens pas le fait qu'ils partent faire ce genre de pratique, non. Mais il y a la réalité du terrain. Ouais. On n'a qu'à arrêter de faire semblant pour dire tout est rose, non. Il y a la méchanceté de l'homme noir. On s'est dit, on commence de zéro. De l'homme. De l'homme, pardon. Faut laisser Désolé. Comme L'homme noir même, il donne. Là-bas même, il ne donne pas. c'est vrai en plus. C'est vrai. Donc, il a essayé de me faire perdre les mots, là. Donc, Non, 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 non. Siro, j'ai Siro, perdu il même. y a un point. Non, attends. On en parlait tout à perdu l'heure. la Il avec- parlait de la méchanceté. Oui. 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 Ada, il Mon parle. dernier propos, c'était Oui. quoi? Parce que là, tu es allé en Europe, ça m'a fatigué. Non, tu es en Non, train tu as de dit dire l'homme noir est méchant. que l'homme noir est méchant. Puis on t'a dit qu'il faut enlever noir, là. Oui. Oui. Il faut dire juste Il a l'homme dit que est les méchant. petits, là, ils s'adonnent souvent À des fétiches parce qu'ils n'ont pas le choix. Parce qu'ils n'ont pas le choix. Il y a un tonton qui n'a pas sciencé. Voilà, je parlais d'une expression de on commence de zéro. Ouais. Ça, là, franchement, je pense, hein, ça n'existe pas. Il faut forcément un petit contact, un coup de pouce, quelque chose, un déclencheur, comme on l'appelle. Bien sûr. Au fait, moi, je suis d'accord avec toi. hein. Voilà. Mais tu demandes quoi? Il a dit, il dit un projet, que l'argent, financement. un projet, Une en idée. fait, Il a La dit plupart clairement. du temps, les Oui. gens Il a dit clairement. ne C'est réagissent qu'il pas dit. Et même à cause de ton petit frère même, ou celui qui t'approche, ton roupé ou ton petit du quartier, il peut avoir une idée, peut-être qu'il n'est pas vraiment bien ficelé. Ouais. Et toi, le grand frère ou bien le bailleur, tu lui dis non, au lieu de faire ça là, tu peux faire ça. Et puis l'aider à sortir de ses problèmes ou de sa pression. Quoi Dieu ment. Financier. Ce qu'il dit là, ça Non, fait non, pas- je vais Non. laisser monsieur Bon, monsieur Nouba Nou. Kayoko. Monsieur nous, rebondir et je tout reviens ça, ça fait à la partie de suite. la pression de la société. Comment on fait pour s'en débarrasser? Oui, déjà, moi je dis toujours, hein, il faut avoir beaucoup d'informations. Généralement, on va demander à un tonton, le tonton dit donne-moi ton CV. Tous les tontons qui ont demandé CV n'ont jamais répondu. Exactement. Voilà. On a demandé un projet, peut-être qu'on a dit que telle personne nous est dans les capacités pour le faire. C'est-à-dire qu'on n'a pas appuyé. Je suis d'accord avec, Souvent avec même, le ils fait... volent ton projet. Ouais, je suis d'accord Ça, avec... ouais, ça, c'est- Non, en fait, moi, je me dis qu'un projet, c'est un esprit. On peut voler le document physique, mais on ne peut Mais pas l'esprit, voler on peut pas. l'esprit qui L'esprit, accompagne jamais. le projet. Jamais. Donc, pour moi, on ne vole pas un projet. On vole un document, mais pas un projet. Voilà. Donc, si tu as déjà ton projet en tête, tu sais comment le remodeler. Et il y a des, comment on appelle ça, des organismes publics déjà qui
où tu peux, par exemple, contacter, qui peuvent gratuitement t'aider à pouvoir non seulement façonner ton projet, ils sont payés pour ça. Je prends le cas de l'agence emploi jeune. Ils sont payés pour ça, pour t'aider à façonner ton projet et puis maintenant à mettre ton projet dans le circuit. Quand ce n'est pas financé, tu repostules. De toute manière, c'est qu'au premier contact, il y a d'autres qui déjà ils baissent les bras. Ils baissent les bras. C'est vrai qu'arrivé à un moment donné, on peut rentrer forcément dans le découragement. Mais moi, je me dis que quand il y a un objectif en tête, je pense que baisser les armes n'est pas forcément la solution. Okay. Et quand on dit que non, tu peux pas, tu es zéro, tu seras héros. Pour moi, on n'a jamais été des héros. Il ne faudrait pas qu'on permette aux gens de se foutre de nos combats d'aujourd'hui, de se foutre de nos forces de maintenant. Voilà, pour moi, on a toujours été un héros parce qu'on travaille chaque jour pour moins pouvoir le lendemain. Ouais. On se bat chaque jour pour voir le lendemain. C'est pas parce que Siro, il était dans Poussin Choc, on a vu ces vieilles vidéos là, mais c'est pas parce qu'il n'était pas un héros. Il était un héros parce qu'il a réussi parce que cette époque-là a réussi à ce qu'il soit la personne qu'il est aujourd'hui. Donc il a été toujours un héros. Aujourd'hui, c'est un héros reconnu. Donc c'est je veux rebondir là-dessus pour dire que la plupart du temps, tu vois, peut-être que ce que je vais vous dire va vous choquer. Choque-nous. Mais personne n'est obligé de vous aider. Non, ça on sait. Non, ça c'est quelque chose en fait qu'il faut avoir dans la tête. Ça c'est le mental qu'il faut déjà avoir. Exactement. Personne, même si c'est mon grand frère, même ma propre mère, à partir du moment où elle m'a mis au monde, elle a joué son rôle. Ouais. C'est fini. Alors, l'autre élément important sur lequel je vais insister, c'est le fait que souvent certaines personnes sont butées. Elles se disent, c'est pas Siro là qui va m'aider sur cette situation-là. Personne d'autre. Personne d'autre. Comment mon frère, mon propre frère, a pu me refuser quelque chose? Ça, un blocage. Voilà, ça c'est un blocage. La deuxième des choses, c'est que je suis de ceux qui pensent que même quand on me refuse quelque chose, là, ça fait partie de mon cheminement. Exactement. Ça fait partie de mon histoire. Einstein disait ceci, que je suis reconnaissant à tous ceux qui m'ont dit non au moment où je cherchais en fait la solution à la formule E égale à MC carré. Parce que c'est grâce à leur refus que j'ai pu trouver par moi-même la réponse. Donc, des fois, on peut croire qu'en fait, la personne qui est en face de moi est en train de refuser, mais elle est en train de me mettre une pression positive. C'est vrai. Elle peut me donner le moyen de réfléchir autrement à la situation dans laquelle je suis. Et des fois, on se dit, tant qu'on n'a pas eu l'argent, tu vois, le projet ne peut pas prospérer. À propos de l'argent. Et ça, là, c'est un blocage que beaucoup de jeunes gens ont. Moi, je le raconte à toutes les personnes, en fait, que je forme aujourd'hui en matière de coaching, etc. Je leur dis, en fait, personne n'est obligé, en fait, d'entrer dans ton projet. Personne n'est obligé de croire en ton projet. Mais il y a des personnes, même quand elles vous vendent leur projet, elles-mêmes, là, elles ne sont pas sûres de leur affaire. Il n'y a pas de conviction. Des fois, quelqu'un n'a même pas envie de financer ton projet, mais la passion avec laquelle tu en parles, la détermination que tu as, va amener la personne après. Mais si déjà dans ta tête, tu te dis, je vais voir Juste pour lui expliquer, mais Juste, je le connais, je sais que lui, là... Bon, comme on dit d'aller demander. Donc, je suis dans une disposition où je m'attends à un refus. Ah, ça, c'est d'une certaine façon, je me mets moi-même la pression. Donc, dès que Juste va me dire, ben, écoute, ton affaire, là, écoute, je ne suis pas... tout de suite, ça va me refroidir parce que dans ma tête, je m'attendais à un refus de la part de cette personne. Mais si tu es déterminé, tu es convaincu... Moi, j'ai vu des personnes faire le pied de grue pendant des semaines, des mois, pendant des années, jusqu'à obtenir en fait gain de cause. Il n'y a pas de persévérance qui ne paye pas. Il n'y a pas de patience qui ne paye pas. Mais on est dans une génération où on a trouvé la porte facile. J'ai demandé à 2, 3 personnes, n'ont pas voulu m'aider. Je m'en vais me mettre dans des trucs compliqués. Je vais commencer à agresser les gens sous le prétexte que les gens ne veulent pas m'aider. Je trouve que c'est une formule qui est trop facile. Il voulait intervenir. Sur 2 points. Parce qu'on a tous constaté, on a l'impression que Dieu, il voit tout le monde. Et quand tu es prêt à un certain niveau d'accueillir une certaine somme d'argent ou une certaine situation financière, il te l'accorde. Ça, c'est indéniable. Tu peux penser que Dieu est contre toi et que la vie, tes frères sont contre toi, mais il y a des ouvertures qui te disent, ah, maintenant, je suis prêt à affronter la vie. Ça, c'est clair. Maintenant, le deuxième point, on parlait d'agression, tout ça. Non. Tu sais, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais il y a la manière pour ne pas bousquer quelqu'un ou bien le brutaliser mentalement. Même quand on dit non, là, il y a un non qui fait mal et puis un non qui est acceptable. Donc, le gars, il est sous la pression. Moi, je parle plus pour les causes perdues. Hein?
Tu veux l'aider, on est d'accord. Mais de quelle manière? Tu ne veux pas l'aider, il ne faut pas faire espérer le petit. Parce qu'en le bloquant, parce que c'est toi maintenant le blocage, il s'est dit, mon oncle m'a promis. Il t'appelle, tu ne décroches pas. Il t'envoie un message, tu ne réponds pas. Bon, moi, je t'explique. Quelqu'un vient te dire, par exemple, lui, il veut chanter. D'accord. Mais c'est qui t'envoie là? Tonton, aide-moi à être chanteur. Mais toi, mais quand tu écoutes le truc là, Ça dépend de quoi. tu sais que même... Mais là, tu lui dis quoi? Comme je t'ai dit là, je n'ai pas été confronté à ce genre de soucis. Siro. Mais bon, Siro. tu lui fais comprendre que tu n'as pas On dit la vérité, non? Tu lui dis, tu n'as pas le moyen pour Siro, ça. souvent, on n'a pas le courage de dire aux gens. Moi, j'ai toujours dit, un bon tu vaux rien dans ça là. Est mieux que le fan club qui Ça va aller, ça va aller. Tu vois, il y a des gens, vas-y. le gars, comme tu dis la musique, il n'a pas le potentiel qu'il faut. Nous tous, on sait qu'il n'a pas le potentiel. Mais il y a un fan club à côté qui font « Oh non, mais c'est Lou, c'est bon, vas-y, continue. » Non, il doit entendre « Tu vaux rien » pour être réorienté. Par contre, je voulais parler d'une autre forme de pression dont on ne parle pas assez. C'est les pressions sur les hommes liées aux exigences de certaines femmes. Un soir, j'étais à la maison chez moi et il y avait un groupe de jeunes qui causaient tard dans la nuit derrière ma fenêtre. Et j'ai entendu une fille au milieu du groupe dire, il parlait de broutage, tout ça, d'aller se vendre, tout. Et puis c'est la fille qui dit à son chéri, toi tu es là depuis là, il t'a dit d'aller, tu es là. Tu vois, dans le thème d'aller, tu es là, tu ne veux pas aller. Et puis il m'a dit, non, Patrick, on a déjà pris rendez-vous avec le vieux, tout ça. En fait, j'ai tremblé dans la chambre. Et il y a beaucoup de jeunes comme ça qui tombent dans des pressions gratuites. Moi, j'ai dit aux gens, Non, ils ne tombent pas dans les pressions, ils se mettent la pression. non, moi, je n'avais pas dit se mettre la pression. Tu sais pourquoi je dis ça? Quand tu aimes une personne et quand tu es immature, tu as envie de faire plaisir à la personne. Et il y a des Même quand femmes tu es mature. qui profitent de ça. Mais le fait est que tu tombes sur quelqu'un qui est aussi immature que toi. Le problème, Des fois, là, tu peux expliquer. Non, en fait, attendez, je termine. Largement, Siro. Tu es prêt. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des foyers même où ils tombent sur des femmes qu'ils aiment bien, mais il y a beaucoup d'exigences. Ce n'est pas seulement la femme, elle, sa famille, il doit accueillir sa famille à la maison, il doit faire ceci. Et toute la pression là, quand elle, on lui met la pression, elle prend une main sur le monsieur. Ouais. Il y a des hommes même, c'est-à-dire eux-mêmes, leur propre argent, ils ont du mal même à toucher. Tellement à des pressions, tellement à des demandes. En fait, tu connais les limites financières du monsieur. Tu veux faire comme des copines. Parce que remarque bien, quand elles vont se réunir entre elles pour causer, ce n'est pas causerie, elles s'en vont se comparer. Et y a-t-il une qui rentre avec frustration? Toi, tu es assis au salon, tu n'as rien demandé, elle te sort une demande bizarre, on doit aller dans tel pays. Tu dis, ah, ça c'est quelle histoire ça là? Et sa mine change, je te dis, elle te met c'est une pression comportementale. Elle te boude ou bien elle te parle pas, ou bien elle n'a-tu dit à toi, ou tu sens que c'est parce qu'elle t'a demandé ça, tu ne veux pas faire. Il y a beaucoup de... Regardez à l'approche des fêtes. Il y a beaucoup de gars qui piquent, qui prennent les portables, c'est pourquoi? C'est pour aller fêter souvent. On croit que la pression vient que des hommes. Oui, on va parler des solutions. Mais, frère, nous, c'est cette pression-là qui fait que le taux de mortalité chez les hommes est plus élevé que pour les femmes? Oui, beaucoup. C'est cette pression-là qui fait que le taux de mortalité chez les hommes est plus élevé. Vous allez voir que on a des troubles qui ne vont pas dire leur nom. Il y a ce qu'on appelle la dépression masquée. Ça veut dire que la personne est en train de faire une dépression, mais la personne, comme tu l'as dit, là, oui, ça va, non, tout va bien. Non, je gère, t'inquiète, je gère, etc. Alors que la personne est en train de mourir de l'intérieur. La deuxième chose, la personne peut développer certaines pathologies comme les troubles anxieux. C'est-à-dire qu'on ne le verra pas, il sera toujours en train de voir, mais est-ce que ça va aller demain? Est-ce qu'ils vont faire ci? Est-ce qu'elle va pouvoir faire ça? Est-ce que les parents ne vont pas dire que? Donc, ça veut dire qu'il y a tous ces éléments autour-là qui vont se mettre la pression. Et puis, vous allez voir que ça va créer ce qu'on appelle, comme je l'ai dit, les maladies psychosomatiques. On va commencer à avoir la tension, on va commencer à avoir ce qu'on appelle les problèmes de palpitations, etc. Donc, on sera dans un suicide émotionnel. Voilà, on sera dans un suicide émotionnel et arrivé, après, il y a d'autres qui vont jusqu'au suicide. Regardez le taux de suicide, la plupart, ce sont les hommes. Parce que les hommes, comme on dit, les hommes ne pleurent pas. En réalité, ils vont pleurer par les actes. Et ce sont ces actes-là qui vont... Oui, pour enchérir, parce qu'aujourd'hui, on a un plateau où on se complète, mais ça va plus loin. Quelqu'un disait que rien ne se perd, tout se transforme. La question qu'on doit se poser, c'est ça se transforme en quoi? Allons plus loin pour se rendre compte que quand, par exemple, vous laissez l'angoisse prendre le dessus, vous laissez les soucis de la vie prendre le dessus, vous avez un organe interne comme, par exemple, votre estomac, qui va prendre un coup.
Mais les solutions, D'accord? alors? Non, c'est important en fait qu'on comprenne le cheminement pour que ça amène en fait la solution à derrière. Parce que très souvent, on ne se rend pas compte qu'à force de laisser les soucis de la vie nous bouffer, ces soucis de la vie-là finissent en fait par avoir le dessus sur les situations elles-mêmes. C'est-à-dire, en réalité, ce n'est pas ton problème d'argent qui te tue. C'est le souci que tu te fais à propos de l'argent. C'est ça qui finit par te tuer. Donc, l'une des solutions, pour ma part, c'est apprendre en fait à lâcher prise. Arrivons à un moment donné, en fait, je ne dirais pas à tout banaliser, parce qu'il y a des choses qui sont sérieuses, moins sérieuses et pas du tout sérieuses. Mais ce que je dis, c'est qu'à un moment donné, il ne faut pas en fait être dans la culture de la trop grande performance. Parce qu'à vouloir être trop performant, et c'est la société actuelle qui est en train de favoriser ça, on se retrouve en fait à avoir des blocages qui sont liés au simple fait de vouloir surproduire ou de vouloir surréaliser des choses. Donc, calm down, tout va bien. Je fais les choses en temps et en heure, mais je fais surtout les choses par rapport à ce que je suis à même de supporter. Si je sais que je suis avec une femme qui me demande d'avoir un niveau de vie qui ne me correspond pas, je la fais asseoir, je lui explique que ce niveau de vie où tu veux qu'on aille là, moi, ça ne m'arrange pas. C'est tout. Et je ne peux pas te laisser transformer, toi, ta pression là en une pression que je vais partager avec toi. Si toi, tu as envie de vivre comme ça, c'est toi qui vois. Des fois, je dis ça et les gens disent, mais tu es un peu dur, est-ce qu'elle ne va pas partir? Si elle part, c'est que vous n'étiez pas fait pour être ensemble. Exactement. Autant te libérer que de garder cette pression-là au quotidien. Parce qu'aujourd'hui, tu vas donner ton doigt, demain, ça sera ton avant-bras, après, ça sera ton épaule, et à un moment donné, tu n'auras plus rien à donner. La deuxième chose que j'encourage les gens à faire pour obtenir en fait une sorte de dépression positive, vous voyez ce que je veux dire? Je ne parle pas de la dépression en maladie, mais faire baisser la pression. Eh bien, comme je dis là, c'est organiser le maximum possible votre vie autour de loisirs. C'est-à-dire que trouver du temps pour vous-même. Trouvez du temps pour vous reconnecter avec vous-même. Trouvez du temps pour sortir, pour faire un certain nombre de choses. Vous allez voir que ça va vous aider. Un petit exemple que je donne. Quand vous êtes sur un exercice ou vous êtes en train de travailler quelque part et que vous êtes bloqué, vous n'arrivez pas à trouver les solutions, des fois, vous laissez ce que vous êtes en train de faire, vous sortez. Quand vous revenez, l'inspiration revient. Parce que simplement, vous êtes trop à fond, en fait, dans ce que vous êtes en train de faire. Voilà quelques exemples que je peux donner. Alors, au niveau des solutions, c'est déjà de créer aussi un groupe d'écoute pour les hommes. C'est important. On a beaucoup de groupes qui existent que pour les femmes. Il faut qu'on ait un espace où les hommes peuvent s'exprimer, ils peuvent parler. On a 2 personnes ici. Voilà, donc on a déjà 2 représentants. Il y a une plateforme qu'on a fait en ligne, qu'on est en train de développer dans ce sens, afin que les hommes puissent exprimer ce qu'ils pensent. Deuxième des solutions, comme Yomo le disait, c'est de s'en foutre un peu. Vous savez, à la fin, il n'y a pas mort d'homme, quoi. Les pressions inutiles, il faut fuir ça. Mais surtout, le dernier conseil que je donne, il faut que les gens apprennent à exprimer ce qui est au fond d'eux. Il faut qu'ils trouvent un moyen. Soit tu as un journal intime, soit tu passes par la prière, soit tu passes par une partenaire de qualité qui a la sagesse et la hauteur d'esprit qui permettent de te comprendre selon les challenges. Tu sais que souvent, un homme peut être mal. Il rentre à la maison. Quand financièrement, il a une petite mine, la femme doit connaître son homme. Quand il rentre, elle sait que ça ne va pas trop. C'est pas là que tu vas venir l'acculer. Il y a des femmes qui ont l'art d'accueillir mal les gens. Tu rentres net, depuis on t'appelle, tu ne prends pas. On a tel choix, on a tel... Et même quand tu lui dis, vraiment, il a lutté, vous voyez ce qu'il y a eu, elle dit, toi aussi, on fait quoi ça là? Pourtant, là, tu as juste besoin de quelqu'un qui va comprendre que ça ne va pas trop, qui va attendre le bon moment pour te dire, c'est comment? Tu as expliqué, puis elle te dit, ouais, c'est chaud, mais je pense qu'on peut faire ceci, cela. Il y a des femmes même qui anticipent sur comment tu développes ton business avant que tu arrives. Ça, c'est des axes où quand tu parles de c'est un homme, il est heureux. Mais bon, on choisit les gens pour les formes, et après on souffre. Monsieur Adaï, il faut en gros se connaître, en fait. Tu dois savoir dans quelle activité t'évader, pouvoir t'épanouir, si c'est la lecture, si c'est la balade. Ça n'a pas de prix. C'est pas comme si on donnait ce genre d'exemple-là pour des nantis. Même un pauvre, tu sais que tu peux jouer ballon au quartier. Bien sûr. À 16h, s'il n'y a rien à faire, tu prends un livre, tu apprends quelque chose. Et au fur et à mesure, tu deviens moins bête et les choses s'ouvrent. D'accord. Bon, moi, je vais juste ajouter un truc. Il a dit quelque chose qui est très fondamental, c'est que il faut pratiquer ce qu'on appelle la bibliothérapie. Voilà, il faut lire beaucoup. Voilà, la lecture apaise. Et pour celui qui n'aime pas la lecture? Non, celui qui n'aime pas la lecture, il a parlé de loisirs. OK, il peut transformer ça dans des fois même la lecture en classe dans les loisirs. Maintenant, dans ce qu'on appelle la poubelle émotionnelle.
il faut qu'on ait tous ce qu'on appelle une poubelle émotionnelle. Quelqu'un à qui on dit tout. Quelqu'un chez qui on se décharge. C'est ça. Voilà, quelqu'un chez qui on prend le problème, c'est une note, on va lui donner. On sait que cette personne est assez bienveillante pour vraiment nous écouter. À côté de ça, la poubelle émotionnelle peut être, je vais dire, un cahier. Bien sûr. La poubelle émotionnelle peut être le miroir. L'exercice du miroir aussi donne, c'est ce qu'on appelle des zones très positives. C'est-à-dire, regardez la personne qui est dans le miroir. Lui dire qu'aujourd'hui, ça n'a pas marché, mais je ferai tout pour que demain, ça puisse aller. Pardon, ne te décourage pas, demain je ferai de mon mieux. Bon, ça dépend si voir son grand-père, c'est autre chose. Ah, c'est ça. Donc là, il faudrait qu'il puisse utiliser ça pour se redonner confiance en soi. Parce qu'à la base, c'est que les gens refusent souvent de demander de l'aide. Souvent, ça ne va pas, on ne veut pas demander de l'aide. Il y a des professionnels de la relation d'aide, de la santé mentale, etc., qui sont là, qui peuvent déjà accompagner ces personnes-là. Tout à fait. Mais on se dit trop fort pour aller voir un spécialiste. Donc, du coup, on va s'auto-diagnostiquer des pathologies inutiles. Il y a des personnes qui vont dire, par exemple, moi, j'ai la dépression. Mais comment tu sais que tu as la dépression? Tu dis que tu as la dépression. Tu es piqué, tu dis que tu as la dépression. Tu as tapé poteau, tu dis que tu as la dépression. Non, tu comprends? Merci. Merci. Arrêtez de vous mettre la pression. Arrêtez de vous mettre la pression. Certaines personnes ont 30 ans, mais ils sont morts depuis 10 ans. Certaines personnes ont 40 ans, mais ils sont morts depuis 20 ans parce qu'ils cherchent à vivre pour les autres. Arrêtez de vous mettre les pressions inutiles. Soufflez un peu, les hommes d'ici.